Moi, ce que j'espère, c'est effectivement qu'on va rendre la RGPD totalement obsolète. La RGPD, c'est je fais confiance à une institution, finalement, qui légalement va me donner une garantie que les gens vont bien se comporter lorsqu'ils détiennent mes données personnelles. Nous, là où on peut vraiment changer les choses, c'est non, c'est par la cryptographie, par les solutions de blockchain et crypto. De la même manière que vous contrôlez vos clés privées, vous pourriez contrôler vos données privées. Bonjour Gilles, merci d'avoir accepté notre interview. On est dans un environnement un peu spécial, on est à l'ETHCC, la conférence sur Ethereum, la quatrième qu'on retrouve cette année après une année sans à cause du Covid. Content de te retrouver ici dans ce beau studio pour discuter de ta solution. Gilles Fedec, donc, qui a créé iExec. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu cette solution et nous dire à quoi ça sert iExec finalement? Eh bien, merci pour l'invitation. Ouais, c'est un plaisir d'être là, d'être ici. Ça faisait déjà quelques mois qu'on était un peu privé de ce type d'événement. Et là, évidemment, avec beaucoup de plaisir, on est là, on présente notre solution. Alors, iExec, c'est quoi? C'est toujours un petit peu compliqué. Il y a plein de choses autour d'iExec. iExec, on fait un cloud décentralisé. Un cloud décentralisé, qu'est-ce que c'est? C'est une façon de revoir un petit peu le cloud sous la forme d'une place de marché décentralisée de la ressource informatique. Alors, ressources informatiques, ce qu'on entend, c'est tout ce qui va être serveur, application, jeu de données, pourquoi pas. Et donc, les gens peuvent rentrer dans cette place de service, monétiser leurs biens numériques, finalement, leurs applications à l'usage. Et c'est une place de marché décentralisée. Donc, qu'est-ce qu'on entend par décentralisé? C'est vraiment le mot-clé. C'est comme, on va dire, une sorte de Airbnb du serveur, mais sans Airbnb. À la place, les gens échangent directement, sans tiers de confiance. Et donc, si vous voulez louer votre application, comme dans un App Store, personne ne peut vous empêcher de rentrer dans l'App Store. Vous pouvez déployer votre application quoi qu'il arrive et personne ne peut vous empêcher, personne ne peut empêcher quiconque d'utiliser votre application et de se mettre au milieu pour changer les tarifs. Les gens sont libres de décider de leurs tarifs, libres de décider qui peut utiliser leur jeu de données, libres d'interdire à d'autres d'utiliser leur jeu de données, par exemple. Et tout ça se fait en confiance avec des principes de confidentialité dans l'exécution, de confidentialité dans les données et plein de choses autour de ça. Aujourd'hui, quel cas d'usage on a du coup sur iExec? Est-ce que tu as des applications, là tu parles de l'App Store, qui sont un peu, qui sortent du lot et qui symbolisent un petit peu ce que vous faites sur iExec? Oui, on a créé beaucoup d'applications sous forme un peu de preuves de concept et de tests. Donc, on a eu des applications autour, par exemple, de l'intelligence artificielle et de la donnée médicale. Donc, ça, typiquement, les données médicales, vous n'avez pas envie que les scanners de votre cœur partent n'importe où et que tout le monde puisse regarder. Donc, on avait travaillé avec une application de l'INRIA qui me faisait du diagnostic sur des images de scanners de cerveau. Donc, c'est une application qui s'appelle Earthify. Et par exemple, ce qu'on arrivait à montrer, c'est qu'on peut délocaliser l'exécution de cette application. Donc, chez, par exemple, une start-up qui serait spécialisée dans ce type de modèle d'intelligence artificielle pour faire du diagnostic. Et vos données comment dire, privées, médicales, vont voyager, puis resteront toujours encryptées de bout en bout, et jamais personne ne sera capable de voir ces données-là. Néanmoins, le médecin qui a, on va dire, ordonné l'exécution de cette application recevra le diagnostic et ce diagnostic lui-même sera encrypté. Et on peut vraiment garantir qu'il y a juste le médecin qui a accès au diagnostic. Donc c'est vraiment le type de pile logicielle que l'on développe qui permet à la fois d'assurer la confidentialité, qui a accès à quoi, de manière relativement simple. C'est intéressant ce que tu dis. Effectivement, on parlera tout à l'heure de cloud parce que c'est vrai que l'Europe commence à se poser des questions sur un cloud, la souveraineté un peu en retard, mais ça commence. On a la décentralisation aussi, on va en parler tout à l'heure. Juste avant ça, est-ce qu'on peut faire un petit focus sur ton parcours? Qu'est-ce que tu faisais un petit peu avant de lancer Exec et pourquoi avoir choisi la crypto, la blockchain pour répondre à ces solutions-là? Parce qu'on a l'impression que c'est une solution miracle, la blockchain, de moins en moins, les usages se précisent un peu, mais à l'époque où il y avait Exec, c'était le mot magique. Comment vous avez réussi à vous démarquer un petit peu pour prouver qu'il y avait une solution intéressante et que la blockchain était la bonne réponse? Alors, effectivement, moi avant, j'étais chercheur en informatique à l'INRIA, c'est l'Institut national de recherche en informatique et automatique. Donc, moi, j'ai une carrière classique de chercheur avec une thèse à Paris 11, puis un postdoc aux États-Unis, puis ensuite je me suis installé à Lyon. Mes thèmes de recherche étaient sur le calcul distribué parallèle. Donc, quelque part, à Exact, c'est un petit peu la continuation de ce que je faisais. Je travaillais sur la possibilité d'utiliser un grand nombre de PC répartis sur Internet pour exécuter des calculs de grande taille.
Là où j'ai découvert la blockchain, c'était au moment où je m'intéressais justement à la gestion des données. Et alors, j'ai découvert la blockchain surtout par Ethereum, pour l'aspect vraiment technologique pour le coup. Et donc, effectivement, en réfléchissant un petit peu aux deux, à ce que j'avais eu l'habitude de faire, aux crypto, à la couche de confiance que ça pouvait donner, je me suis dit que là, il y avait un coup à jouer, qu'il y a un truc vraiment intéressant. La blockchain, je le voyais vraiment comme une technologie de rupture par rapport à ce qu'on était capable de faire dans les systèmes distribués. Dans un système distribué peer-to-peer, on ne peut pas construire la confiance facilement. Si vous vous rappelez par exemple des logiciels de partage de fichiers, je ne sais pas si vous avez utilisé BitTorrent par exemple, Ouais, à l'époque, ouais. BitTorrent, on ne peut pas avoir de garantie qu'on va bien recevoir un fichier. On le télécharge est réussi, tant mieux pour moi. Il n'a pas réussi, ben, tant pis, je recommence. Avec la blockchain, on peut donner des garanties, par exemple, sur ce type de système. On pourrait faire un système où si vous engagez à télécharger un fichier, vous allez avoir une garantie sûre et certaine que vous l'aurez à la fin. Typiquement, ça peut servir à construire ce type de choses. Donc, c'était vraiment une technologie de rupture profonde par rapport à ce qu'on était capable de faire. C'est ce qui m'a intéressé au départ. Et il y avait une ICO qui avait très bien fonctionné, du coup, au moment où vous l'aviez faite en plus. Alors effectivement, on a fait l'ICO en avril 2017. Donc pour donner un petit peu la genèse du projet, en courant 2016, moi je commence à m'intéresser à Ethereum en 2015. En 2016, j'avais donc mon associé qui s'appelle Hayouche, qui était un ancien collègue chercheur, qui était à l'époque professeur à l'Académie des sciences à Beijing, en Chine. Et donc, en m'intéressant un petit peu à ça, je dis à Yves, bah, écoute, tu devrais aller regarder, il y a une conférence Bitcoin. Je lui prépare un petit peu une sorte de pitch de ce qui allait ressembler à Exec dans le futur. Je lui dis, écoute, va voir, peut-être que ça intéressera les gens. Et effectivement, on a eu tout de suite un très bon écho dans la communauté chinoise. En 2016, il faut se rappeler, 70-80% des bitcoins étaient en Chine, tout se passait un peu là-bas. Et donc, Jusqu'à récemment. alors maintenant, voilà. Il y a quelques semaines. Là, maintenant, plus rien ne se passe là-bas. ça. Il y a eu plusieurs vagues un petit peu, on doit dire que ça a branlé dans le manche. La dernière a été assez délétère, effectivement, pour l'écosystème. Et donc, à partir de là, tout allait assez vite. Effectivement, en 2016, on fait la DevCon à Shanghai. Et puis après ça, on a monté l'ICO très rapidement, parce que, on va dire, de octobre à 2016 à avril 2017, on a réalisé l'ICO. Donc, il s'est conclu en avril 2017, où on a effectivement fait la release du RLC et levé les fonds qui nous ont permis de développer le projet. Et là, bientôt, on en parlera tout à l'heure aussi, il y a la release de quelque chose qui peut changer aussi beaucoup de choses dans les oracles, parce que c'est quelque chose d'important, surtout dans des solutions comme les vôtres, l'Oracle Factory, mais on en parlera tout à l'heure. Là, je voulais t'interroger aussi sur les pannes géantes d'Internet à répétition. Là, il y a quelques semaines, il y avait encore les sites de gros médias qui étaient en panne, des services de Google qui sont souvent en panne. C'est là où la décentralisation peut faire la différence, que ce soit avec Ethereum ou avec des solutions comme les vôtres. D'un point de vue résilience à la censure, d'un point de vue résilience aux problèmes techniques et d'un point de vue privacy aussi pour le coup. Quel est ton regard là-dessus sur les 3, 4, 5 ans par rapport à votre solution et par rapport à l'écosystème global? Alors c'est une très bonne question. Effectivement, dans l'informatique, on a toujours un mouvement de balancier où on centralise, on décentralise, on recentralise, on décentralise. Donc, dans le cloud, on est vraiment allé dans un extrême de centralisation, je vais dire poussé au maximum. Et donc ça induit toute une série de failles finalement dans l'infrastructure. Donc, il y a la question des pannes, il y a la question de la confidentialité, il y a probablement aussi des questions de gestion environnementale. Et on peut se dire que effectivement, en décentralisant, enfin en distribuant l'infrastructure, on pourrait améliorer les choses. Alors au niveau des pannes, je ne sais pas si c'est le problème le plus facile à résoudre, en tout cas par la décentralisation, je veux dire. En tout cas, les gens, y compris les industriels, il ne faut pas croire que c'est quelque chose qui vient que du monde crypto, y compris les industriels, notamment par exemple les opérateurs de télécommunications, se posent la question de comment distribuer le cloud et comment, on va dire, le distribuer le long de l'infrastructure de télécommunications. Donc derrière ça, il y a des grosses questions industrielles. Nous, un point qu'on adresse, je pense qu'il est extrêmement important, c'est autour de la gouvernance et de la propriété des données. C'est-à-dire qu'avec iExec, avec la pile logicielle iExec, on peut avoir des données qui sont confidentielles, encryptées et sur lesquelles on a un contrôle de gouvernance. Donc je peux décider que mes données personnelles, ce sont les miennes. Si je les donne à quelqu'un, je les donne pour qu'il en fasse un usage bien particulier et je peux avoir une preuve que c'est bien cet usage qui a été réalisé. Donc, par exemple, si vous allez sur le site d'iExec, on a fait une petite démo comme ça, c'est une démo très simple. Je donne mon adresse email, il est encrypté, il est disposé quelque part, puis j'autorise une application bien particulière que je peux auditer à m'envoyer un email en utilisant cette adresse email encryptée, puis j'autorise quelqu'un
à m'envoyer un email et comme ça, je peux avoir vraiment une gouvernance complète. C'est-à-dire qu'à la fin, j'ai reçu un email, mais la personne qui me l'a envoyé n'a jamais accédé à mon adresse email. Et ça, c'est vraiment, on peut le faire que grâce à la blockchain et que grâce aux technologies de confidential computing, donc d'encryption matérielle. Donc ça, je pense, c'est vraiment ce dont on est le plus fier finalement, c'est d'avoir réussi à mettre ensemble toutes ces technologies et permettre des usages qui sont vraiment nouveaux, quoi, qu'on ne pouvait même pas imaginer, je dirais, il y a 5 ans de ça. Et qui sont pour le coup propres à la blockchain. Qui sont propres à la blockchain, tout à fait, et qui sont même propres. On a même une certaine partie du protocole AXEC qui sont vraiment propres à la crypto-monnaie. Souvent, les gens me disent, mais pourquoi est-ce que vous avez fait une ICO en 2017? En réalité, pour nous, c'était hyper naturel. Quand j'ai commencé à réfléchir au protocole, ben, il y avait dedans des enjeux de crypto-économie. Donc, on résolvait certains problèmes de consensus en mettant en jeu de l'argent. C'est un peu l'ancêtre du staking, quelque part. Et ça, on peut le faire naturellement qu'avec une crypto-monnaie. Si on n'a pas de crypto-monnaie, c'est vraiment compliqué. S'il faut demander aux gens de faire des virements, de faire des virements pour faire du staking, on attend un certain moment et après on vous renverra l'argent sur votre carte bancaire, je veux dire, c'est impossible. Donc la crypto-monnaie, c'est vraiment un enabler dans Et là c'est aussi intéressant par rapport, toi qui es là dans l'écosystème depuis un moment, encore une fois, là on est à Let's ici, c'est un événement, il y a beaucoup de monde, on voit tous les logos derrière, on voit beaucoup de gens, il y a beaucoup de Français en plus. Euh, ça existait pas au moment où tu as lancé l'ICO, du coup, HTC. Mhm. Ton regard, là, pour le coup, sur cet écosystème qui grossit avec des cas d'usage qui grossissent aussi, on voit des capitaux qui rentrent, des grandes entreprises qui utilisent de plus en plus la crypto. Là aussi, par rapport à la question que j'avais tout à l'heure, c'était à 4, 5 ans, 10 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, on est plus dans un effet de mode et c'est bon, c'est quelque chose qui est dans la phase de c'est sûr, ça va fonctionner maintenant, on est là pour durer? Alors, on n'est clairement pas dans un effet de mode. Enfin, moi, j'observe Internet depuis très longtemps. J'ai connu Internet avant le web. J'ai commencé par Vax VMS, Gopher, Archie, des protocoles que tout le monde a oubliés. C'est pour ça que c'est intéressant Donc, d'avoir je peux te ton point donner de vue. Bah ouais, tout mon à fait. point de vue d'ancêtre. C'est que on a vraiment des fondamentaux très différents. D'ailleurs, un des signes que je trouve très intéressant, c'est tout ce qui est autour des technologies de la cryptographie. Donc, pendant, on va dire, 20 ans, ça a été particulièrement ennuyeux, quoi. C'était un domaine qui était, pour un développeur, pas super sexy. Aujourd'hui, on a plein de choses qui arrivent autour des preuves zero knowledge, multi-party computation. Donc ça prouve que les fondements d'Internet, quelque part, technologiquement, sont vraiment en train de changer. Donc s'ils sont vraiment en train de changer pour de vrai, si on a je veux dire, les paradigmes sont en train d'évoluer, ça veut dire qu'il y aura plein de nouvelles applications qui vont arriver. Moi, ce que je retiens de cette année, c'est deux choses. D'abord, il y a la DeFi, parce que je veux dire, Ethereum, pendant des années, on a dit, ouais, mais ça sert qu'à faire des ICO. Non, là maintenant, je veux dire, c'est question finie. On voit bien que ça ne sert pas qu'à faire des ICO. La DeFi, c'est complètement radicalement nouveau. Il y a plein de protocoles super intéressants. Et le deuxième truc que je trouve très intéressant, c'est les NFT. Pourquoi? Parce que dans le grand public, on parle de NFT. On ne parle plus de blockchain, de crypto-monnaie. On dit juste c'est un NFT. On ne dit pas derrière, il y a une crypto-monnaie, il y a une blockchain. Donc, les mots blockchain ont réussi à s'effacer par rapport à l'usage. On parle juste de NFT. Si vous regardez dans Le Monde, des articles autour des NFT, on prononce plus du tout le mot blockchain. Donc ça, veut dire qu'on est déjà en train de parler des usages indépendamment de la technologie. Justement, on peut basculer sur les clouds. Mhm. Euh, Là aussi, qu'est-ce que tu penses effectivement est-ce qu'il y a une réelle souveraineté des clouds qui doivent prendre place? Est-ce qu'on doit vraiment avoir une direction de l'Europe parce qu'on dépend aujourd'hui beaucoup des États-Unis? Est-ce que c'est des choses des solutions qui doivent vraiment prendre place aujourd'hui, ou est-ce que c'est un faux débat et le cloud, justement, c'est international et il n'y a pas de danger pour nos données? Moi, j'espère qu'on va rendre ces problèmes-là comme étant un faux débat. C'est-à-dire que j'aime bien ce terme de souveraineté parce que finalement, les gens qui ont commencé comment dire, à créer ces systèmes de blockchain, de crypto-monnaie, c'est assez lié finalement à la question de souveraineté. Donc, quand on parle de souveraineté, il faut toujours avoir ça en tête, c'est que la souveraineté, c'est associé à une forme d'autorité. Alors, la propriété en est une, mais ce qui est intéressant dans la souveraineté, c'est finalement qui l'exerce. D'accord? Donc on dit la souveraineté nationale, la souveraineté populaire, c'est deux choses un petit peu différentes. La souveraineté européenne, voilà, c'est un peu un oxymore, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. C'est On vrai est que c'est plus d'accord? compliqué. Ouais. Donc nous, en tant que crypto guy, quoi, on est associé à la propriété de nos clés privées. C'est comme ça qu'on exerce la souveraineté. On est d'accord. Si jamais je participe à une DAO, c'est une forme de souveraineté collective. Je vais pouvoir aller voter pour telle décision, etc., etc. Donc nous, ce qu'on pense à Exec finalement, c'est que ces questions de souveraineté
qu'on comprend bien dans le domaine crypto, de souveraineté individuelle et collective, on peut l'étendre à l'ensemble du monde numérique finalement. Et donc je reviens sur la discussion qu'on vient d'avoir sur les données personnelles, c'est je suis souverain par rapport à mes données personnelles. Non, je m'en fous après où est-ce que ça part. De toute façon, moi j'ai décidé que lui et lui avaient le droit d'y accéder, et que ça soit aux États-Unis, en Europe, en France, la personne qui hoste mes données n'y aura jamais accès. Donc, moi, ce que j'espère, c'est effectivement qu'on va rendre la RGPD totalement obsolète. La RGPD, c'est je fais confiance à une institution, finalement, qui légalement va me donner une garantie que les gens vont bien se comporter lorsqu'ils détiennent mes données personnelles. Nous, là où on peut vraiment changer les choses, c'est non, c'est par la cryptographie, par les solutions de blockchain et crypto. De la même manière que vous contrôlez vos clés privées, vous pourriez contrôler vos données privées. D'accord? Donc c'est comme ça qu'on veut rendre les choses souveraines, c'est d'abord par l'individu et par la collectivité. C'est marrant parce que ça fait partie de ce qu'on commence à entendre un petit peu, le bruit qui monte. Comment on entendait la DeFi avant qu'elle explose? C'est les identités décentralisées un petit peu Tout à dont tu fait. parles là, Mm. qui pourraient être effectivement la prochaine grosse révolution, comme la NFT, comme la DeFi, qui donnerait un cas d'usage supplémentaire à la blockchain pour le coup. Ah ouais, je suis entièrement d'accord avec ça, tout à fait. On a vraiment une question de qui je suis. Quand on est dans un monde décentralisé, finalement, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué de s'assurer de l'identité de quelqu'un. Évidemment, on ne veut pas la divulguer, on ne veut pas dire, voilà, c'est moi. La preuve, j'ai mis mon passeport sur la blockchain et tout le monde peut le lire, c'est pas très intéressant. Mais néanmoins, on a besoin de confiance pour savoir, déjà, des fois pour interagir. Donc, par exemple, dans la marketplace d'IXX, vous êtes une vraie entreprise, vous ne pouvez pas aller voir votre comptable en lui disant, j'ai fait une transaction sur Ethereum. Ça ne va pas l'intéresser. Un comptable, lui, ce qu'il veut, c'est un coût, une dépense associée à une facture. Une facture, ça a un format bien précis. Ça va commencer par une en-tête, qui l'a émis, qui l'a reçu. Puis ensuite, un certain nombre d'informations sur les biens qui ont été échangés, avec éventuellement la TVA, il ne faut pas oublier ce petit détail, etc., etc. Donc dans un monde décentralisé, il ne faut pas rêver, il faut être capable de revenir à ces choses-là. Mais je ne vais pas mettre toutes mes informations dans la blockchain. Donc au moment d'établir cette facture, je dois être capable de réconcilier quelles informations doivent être échangées, entre qui, de façon à arriver à produire in fine cette facture-là pour le comptable. On ne peut pas échapper à ça. C'est quelque chose de bien en plus. Ouais, c'est un point important aussi à pas négliger, effectivement. On peut discuter d'un autre point qui est pas, qu'il faut surtout pas négliger, c'est la correspondance avec le monde réel, le monde extérieur, des données qu'il faut donner justement à la blockchain pour qu'elle puisse interagir. Au cœur de la DeFi, justement, ces oracles. Vous allez lancer l'oracle Factory. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est et en quoi c'est game changer? Alors l'Oracle Factory, pour l'expliquer clairement, en fait, tout simplement, ça permet à un développeur de développer, de produire un oracle en un temps extrêmement limité, mettons 5 minutes, et sans connaissance technique particulière. Donc on parle vraiment d'une interface graphique. Avec cette interface graphique, on va pouvoir construire un oracle. Bon, un oracle, qu'est-ce que c'est d'abord? J'aurais peut-être dû commencer par là. C'est vrai que ça peut être intéressant de rappeler Un, ce qu'un oracle, effectivement. Alors Un qu'est-ce qu'un oracle, oracle, qu'est-ce Gilles? qu'un oracle? Un oracle, c'est simplement une sorte de petit pont logiciel qui fait le lien entre l'univers de la blockchain, qui est un monde clos, dans lequel on ne peut pas interagir avec le monde extérieur, et des informations qui existent justement dans le reste du monde, donc sur un site web, vos informations personnelles, des choses comme ça. Et l'oracle, sa tâche, elle est très simple, c'est je prends cette information, par exemple le prix du Bitcoin en dollars, et je le fournis dans un smart contract d'Oracle, qui va être utilisé par exemple par une application de DeFi pour faire du trading, du staking, whatever, quoi. D'accord. Donc, ce morceau logiciel, il est extrêmement important et il doit avoir des caractéristiques bien précises. Il doit être de confiance, il doit être sécurisé. Donc c'est ce qu'on propose de faire en s'appuyant sur l'infrastructure iExec. Et nous, on y ajoute un certain nombre de fonctionnalités bien particulières dues aux spécificités d'iExec. Donc par exemple, on a la possibilité de manipuler des données confidentielles. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si vous voulez accéder par exemple à une API pour laquelle il faut des credentials, son mot de passe, sa clé secrète, ben nous, on va pouvoir les stocker, les encrypter et jamais personne n'y aura accès, mais ça vous permettra quand même d'accéder à cette information. Donc ça ouvre le pan à des oracles beaucoup plus diversifiés que ce qui existe maintenant.
Et on a un certain nombre de caractéristiques. On est vraiment décentralisé dans le sens où vous pouvez choisir la source, pouvoir avoir confiance dans la source, avoir une authentification de la source. Vous n'êtes pas tributaire de quelqu'un pour mettre à jour cette valeur-là dans la blockchain. C'est vous-même qui pouvez ou n'importe qui peut la mettre à jour à n'importe quel moment. Et on ne peut pas vous empêcher de la mettre à jour. Donc ça, tout ça, c'est des notions qu'on essaie vraiment de reprendre de la décentralisation et l'intégrer à cet oracle. Et en plus, ça reste simple. Comment vous avez fait justement pour que ça reste simple pour les développeurs et c'est quoi le secret? Bah, alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ces dernières années, on a développé, on va dire, la pile technologique d'Alexec qui était complexe. On va pas se mentir, c'est pas tout à fait trivial. Je veux dire, même moi, en tant qu'ancien chercheur à l'INRIA, je trouve ça compliqué, donc j'imagine que c'est pas si simple, quoi. Donc maintenant, on est dans un nouveau cycle par rapport à ça, c'est-à-dire que la pile technologique, elle est créée, et on a des équipes qui travaillent sur les produits, donc qui construisent au-dessus de cette pile, en construisant des produits qui sont à même de répondre à des besoins bien particuliers. Donc, on a mené une enquête auprès de développeurs pour essayer de comprendre ce qu'ils voulaient en termes d'Oracle, quelles étaient les features les plus importantes, et on a construit à partir de ça. Et j'avais une question qui est là aussi d'actualité. On parlait tout à l'heure de la Chine, qui est la puissance de calcul qu'on met aujourd'hui à disposition des réseaux pour miner. Principalement Bitcoin, Ethereum. Demain, plus Ethereum, avec Ethereum 2.0. C'est déjà dans quelques semaines moins le cas, parce qu'il y en a qui ne vont pas être contents avec le changement de la mise à jour London, qui va moins rémunérer les mineurs. Est-ce que la puissance de calcul, demain, ça va être quelque chose d'important? Est-ce qu'on aura tous, ou en tout cas, ça pourrait devenir quelque chose qu'on aurait dans son grenier ou dans son sous-sol et qu'on pourrait fournir à des projets, soit pour de la recherche, tu parlais de la recherche au début sur ton parcours, soit pour des projets comme les vôtres, et en tout cas déléguer de la puissance de calcul pour être rémunéré contre cette puissance de calcul ou avoir une contrepartie certaine. Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable? Ouais, je pense que je pense que c'est envisageable. Ce qui est intéressant, à mon avis, c'est que on va être de plus en plus dans des infrastructures où ce qu'on va vouloir, c'est en tant que citoyen que finalement je pense que c'est beaucoup rattaché à ces notions qu'on a évoquées de souveraineté. C'est je veux contribuer à des choses que je comprends et je veux plus que mes données partent. Et si jamais j'ai une machine, je veux aussi qu'elle soit utile à quelque chose. Donc, par exemple, on a tous enfin peut-être pas tous, mais j'imagine comme la plupart d'entre nous, des box, Freebox, ça existe toujours ces choses-là. Ouais, pour Ouais, connecter je à suis pas Internet, le bien seul. sûr. Ça va, Je me dis, voilà, t'inquiète pas, peut-être que on non, les a c'est bon. encore. Moi, j'en ai une, hein. J'ai une Freebox. Moi, par exemple, ces machines-là, elles pourraient servir à autre chose que simplement diffuser du flux. C'est évident. Donc, elles pourraient peut-être justement traiter nos propres données, héberger nos propres données. On pourrait les mettre à contribution parce qu'elles consomment très peu d'énergie. C'est fait sur des ARM, j'imagine, des strong ARM, donc des processeurs similaires à ce qu'il y a dans les téléphones portables. Donc, je pense que on est plus dans une démarche à mon avis, dans le futur, d'essayer de rendre l'impact environnemental de l'ensemble de l'infrastructure informatique, enfin, de diminuer cet impact-là. Je pense que c'est ça qui est le plus important et intéressant, plutôt que vraiment la puissance de calcul. La puissance de calcul brute, il faut comprendre que c'est beaucoup lié aux applications. Les applications qui demandent beaucoup de puissance de calcul, soit demandent des applications qui sont très fortement couplées, donc avec un réseau très efficient, soit des grands mouvements de données. Ou alors vous devez avoir déjà les données en place. Construire des supercalculateurs à base d'ordinateurs personnels, c'est quand même un gros challenge. Honnêtement, c'est un petit peu difficile. Mais les ordinateurs personnels, en revanche, je pense qu'ils peuvent être utiles à beaucoup de choses, et en particulier à tout ce qui est apprentissage décentralisé. Par exemple, l'apprentissage distribué, c'est des choses hyper importantes. On a parlé de l'Oracle Factory. J'ai une dernière question parce que à Yaxec, vous êtes notamment connu parce que votre roadmap, elle est tenue, elle est très bien tenue, contrairement à d'autres projets qui effectivement prennent des libertés avec les deadlines. Qu'est-ce que vous avez dans le futur? Alors, on vient de parler quand même d'un gros morceau, donc je veux bien comprendre qu'il n'y ait pas d'autres exclus, mais est-ce qu'il y aurait peut-être d'autres choses intéressantes qui arrivent dans les prochains mois, dans les prochaines années sur votre projet à Yaxec? Alors effectivement, on change un petit peu de mode de fonctionnement. Maintenant, on est vraiment plus orienté adoption et orienté produit. Donc, on va avoir trois lignes de produits. Un qui est l'Oracle Factory, où on espère donc du coup avoir des mises à jour beaucoup plus rapides, voilà, qui est vraiment collé au marché, à l'utilisation. On va avoir un autre produit qui va sortir autour des données privées et des NFT. Donc, il faut déjà savoir qu'on a des NFT dans iExec. En fait, dans iExec, dès que vous monétisez une application, un jeu de données, y compris votre machine, tout ça, c'est déjà représenté par des NFT. On va vraiment essayer de trouver des cas d'usage autour de données privées
et des NFT. C'est-à-dire que la grosse différence, c'est que quand vous aurez un NFT adossé à une donnée privée, bah, il y a un lien de propriété. Donc si vous vendez le NFT, vous vendez aussi l'accès à la donnée privée. Vous n'y avez plus accès. Donc on va pouvoir créer des données uniques qui ont toujours été secrètes. Donc si on prend une application qui tourne comme un secret, qu'elle génère une donnée, ce fichier va être unique, il va être secret, il ne sera jamais divulgué à personne. Donc avec ça, on peut faire plein de choses, des choses très techniques, comme des contrats de swap. On peut faire des choses dans le domaine de l'art, par exemple des arts, des œuvres uniques qui n'ont jamais été révélées à personne. Donc ça, c'est un truc rigolo. Et on peut montrer dans la blockchain que jamais personne ne l'a révélé. Ou à contrario, des œuvres dont on peut prouver qu'elles ont été diffusées à un très grand nombre, qu'elles ont obtenu un très grand succès. Etc., etc. Et puis on va retravailler à nouveau sur les worker pools. Donc les worker pools, c'est donner la possibilité aux gens de contribuer leur machine. Donc ça, c'est aussi dans le pipeline. On va essayer de délivrer ça probablement fin de cette année, début de l'année prochaine. On a beaucoup de choses en cours, donc on essaie de ménager le calendrier et comment dire, de répartir toutes ces activités dans le calendrier. Et continuer peut-être de faire des petits trucs sympas comme ça, que vous distribuez dans toutes les Sissi. Il y a plein de gens, il fait très chaud à les Sissi cette semaine. Et tout le monde se fait du vent comme ça. Merci beaucoup Gilles d'avoir répondu à toutes nos questions, c'était super intéressant. Eh bien, merci pour l'invitation. Dans la description, toutes les informations pour pouvoir en savoir plus sur votre solution. Merci et à bientôt Gilles. Salut. Merci, à bientôt.